Je vous propose de partager mon écran et de commencer tout de suite. Donc, bienvenue à ce webinaire co-organisé par Loït et le groupe Everwatt. Pour dire un mot, donc Loït, moi je m'appelle Thomas Lagier, je suis le directeur général de Loït. Loït, c'est une PME innovante qui accompagne ses clients dans la stratégie de transition énergétique de ses actifs immobiliers, donc de ses bâtiments. En partant d'un 360 réglementaire, en faisant des audits énergétiques et en proposant des scénarios et des stratégies de transition énergétique pour les bâtiments. Bonjour à tous. Je m'appelle Marion Delage, je suis responsable juridique de la société Groupe Everwatt. Groupe Everwatt, nous sommes un producteur d'énergie solaire spécialisé dans les circuits courts qui répondent aux demandes des entreprises, des collectivités, mais également des particuliers au travers de 4 filiales qui sont présentées à l'écran. La société Boucle Énergie, spécialisée dans l'autoconsommation collective, la société Infrawatt, spécialisée dans l'autoconsommation individuelle, la société Solariel, à destination des particuliers spécialisés soit dans la vente, soit dans la location de panneaux solaires, et enfin notre société experte qui est la société Sunvie, spécialisée dans le développement et la mise en service des centrales. Merci Marion. On va tout de suite attaquer avec la question de la transition énergétique avec un focus sur les bâtiments tertiaires. Donc tertiaire pas au sens bureau et au sens de la réglementation, c'est-à-dire une définition extrêmement large qui est une définition par exclusion qui considère comme tertiaire tous les bâtiments qui sont ni résidentiels, ni industriels, ni agricoles. Donc ça fait beaucoup de bâtiments. Donc aujourd'hui, la transition énergétique des actifs tertiaires, c'est pas seulement une prérogative des équipes techniques ou énergie, on le voit tous les jours, puisqu'il y a un enjeu réglementaire, un enjeu de répondre à un certain nombre de réglementations. Il y a également un enjeu économique avec à la fois des capex, des coûts de travaux importants à mobiliser, mais également des enjeux sur les prix des énergies qui avaient flambé, rappelez-vous, en 2022 et qui avaient mis en danger un certain nombre d'entreprises. Et puis un enjeu sociétal avec l'émergence du RSE, du CSRD, de toute la transition carbone. Il est de plus en plus important de regarder la transition énergétique des actifs comme une partie du chemin vers la décarbonation d'une activité. Alors, les impacts indirects sont nombreux. On ne fait pas de la transition énergétique que pour la transition énergétique. Il y a des externalités positives. Je ne vais pas toutes les détailler, hein, vous les aurez dans la présentation. Mais ça permet de mieux valoriser son bien ou mieux louer son bien. Hein. On a pas mal de retours d'expérience là-dessus, hein, sur la capacité à mieux louer quand le bien respecte l'ensemble des réglementations. On a bien sûr réduire les émissions de gaz à effet de serre, améliorer le confort des occupants, augmenter la résilience. La résilience, c'est par exemple, s'il y a une crise énergétique, vous serez moins soumis évidemment à la fluctuation du prix de l'énergie si vous avez un bâtiment extrêmement efficace sur le plan énergétique. Et puis, souvent, on ne fait pas les travaux énergétiques que pour les travaux énergétiques. On synergise avec des travaux d'ordre esthétique ou de reprise du bâtiment pour améliorer son usage ou changer son usage. Donc, il y a toutes ces notions à avoir en tête quand on fait de la transition énergétique et puis également des bénéfices indirects pour le territoire sur lequel est implanté votre actif. Alors le contexte réglementaire, il est extrêmement trapu, puisqu'on a énormément de réglementations, de textes, de décrets, de lois, etc. Ce qu'il faut retenir quand même, si on doit résumer à l'extrême, c'est que le législateur souhaite tout simplement que les actifs tertiaires réduisent leur consommation énergétique, donc baissent les kilowattheures au compteur, qu'ils émettent moins de CO2 et qu'ils développer les ENR, les énergies nouvelles renouvelables. Donc tous les textes finalement sont articulés autour de ces trois actions. Donc la loi emblématique de tout ça, c'est la loi Elan, avec son décret d'application qui est le décret tertiaire. Donc on en entend beaucoup parler ces dernières années, grosso modo 40, 50, 60% de réduction à des échéances 2030, 2040, 2050 pour les bâtiments qui sont assujettis, c'est-à-dire grosso modo plus de 1000 m², même s'il y a des subtilités là-dessus. C'est vraiment le texte phare, le texte un peu chapeau,
qui donnent vraiment la direction. Et ce sont des objectifs de résultats avec du contrôle annuel, puisque vous le savez, vous devez déclarer vos bâtiments assujettis sur la plateforme de l'ADEME qui s'appelle Opérate annuellement. Donc tous les 30 septembre, vous devez déclarer l'année précédente. Et l'État, comme cela, vérifie que vous êtes sur le bon chemin par rapport aux différentes échéances réglementaires. On a également le DPE, donc je ne vais pas détailler, mais pour tous les ERP de 150 ou 500 mètres carrés, catégorie 1 à 4, le DPE est demandé. Il reprend pas mal de poil de la bête en ce moment avec une réglementation qui est en train d'être revisitée, un peu à l'instar de ce qui se passe sur le, sur le secteur du résidentiel. La qualité de l'air intérieur qui demande d'évaluer pour les ERP recevant des mineurs sur des campagnes ou sur de l'autodiagnostic la qualité de l'air intérieur. Des réglementations sur l'isolation thermique lors des rénovations issues de la loi LTE-CV. L'annexe environnementale, alors là, ça ne concerne que le secteur privé. C'est un texte assez ancien de 2012, mais qui reprend aussi là du poil de la bête, qui permet d'imposer lors d'un contrat de bail que le bailleur récupère un certain nombre de documents très importants pour suivre la transition énergétique, par exemple les consommations énergétiques de ses locataires, ou un certain nombre d'éléments sur son activité qui sont déterminants sur la consommation énergétique du bâtiment. Donc là, on était à l'échelle du bâtiment, puisqu'il y a un certain nombre de réglementations qui s'appliquent à cette échelle. On a également des réglementations qui s'appliquent à l'échelle territoriale ou locale. Donc, dans le monde public, c'est le PCAET qui est vraiment un plan, un schéma directeur, un plan pour la transition énergétique d'un territoire. Et puis on a la loi climat et résilience dont on parle beaucoup en ce moment, qui s'applique et au public et au privé, qui demande tout simplement de prendre en compte de plus en plus les ENR, les énergies renouvelables. Et la loi PER est directement issue de ça. Mais Marion, je vais te laisser dire un mot là-dessus. Oui, tout à fait. Merci Thomas. La loi climat et résilience est une mesure phare et incontournable dans la transition énergétique. Pourquoi? Parce qu'elle oblige tous les bâtiments neufs ou faisant l'objet d'une rénovation lourde à être dotés de procédés de production d'énergie renouvelable ou de procédés végétalisés. Mais elle ne s'arrête pas là, elle s'étend également aux parcs de stationnement, dans la même mesure des parcs de stationnement neufs ou des parcs de stationnement faisant l'objet d'une rénovation lourde. Quand on avait dit ça, on avait dit beaucoup de choses et malheureusement, on n'avait pas de décret d'application qui permettait de préciser les contours d'application de cette loi. Donc, on a un décret très attendu, parce que la loi date de 2021. Donc, on a mis un petit peu de temps avant d'avoir ce décret d'application qui a été paru fin 2023, le 18 décembre 2023 pour être exact, qui a enfin défini les contours d'application des dispositions de la loi climat et résilience sur ces dispositifs-là. Donc, dans ce décret, ça permet de définir les modalités d'application, mais surtout les exonérations. Et je vous invite à aller consulter ce décret et vous rapprocher de développeurs qui pourront vous accompagner pour répondre à ces cas d'exonération, savoir si oui ou non vous avez l'obligation de mettre en place des dispositifs de production d'énergie renouvelable ou de dispositifs de végétalisation sur vos bâtiments neufs ou faisant l'objet d'une rénovation lourde. Merci Marion. Et puis, on a un certain nombre de réglementations qui s'appliquent au niveau des systèmes. Donc, la réglementation dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est le décret BAX qui impose finalement de mettre un système de GTB. Donc, c'est un contrôleur finalement, une sorte de thermostat intelligent, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ces systèmes-là. Dès que vous dépassez une certaine puissance sur chaud, froid et ventilation, donc les puissances sont décrites ici. Et il y a deux échéances, une échéance en 2025 pour les plus gros bâtiments, enfin les plus consommateurs, et une échéance en 2027. Ensuite, il y a une réglementation dont on parle pas mal aussi en ce moment avec l'installation assez massive de bornes de recharge électrique, les fameuses IRVE. C'est une réglementation autour de la mobilité, mais qui va vous imposer d'installer des bornes de recharge pour véhicules électriques sous certaines conditions. Donc dès qu'il y a plus de 20 places de parking et si votre entreprise fait plus de 50 salariés et possède plus de 100 véhicules.
On a également une réglementation sur le calorifugage qui va imposer de calorifuger vos réseaux de distribution chaud-froid en fonction de la taille de votre bâtiment. Et puis la fameuse loi APER, dont on va largement reparler juste après. Enfin, et pour finir sur ce 360 réglementaire qui est décidément très riche, les audits réglementaires grandes entreprises qui sont obligatoires dans les conditions décrites ici, et puis la taxonomie ou taxinomie, selon qu'on parle en franglais ou en français, qui impose aux entreprises qui sont soumises à la CSRD, donc pour le moment c'est plutôt des très grandes entreprises, de poursuivre 6 objectifs environnementaux et donc de faire un reporting à ce sujet-là. Donc si vous voulez aller plus loin là-dessus, il y a un livre blanc qu'on pourra vous transmettre sur l'essentiel de la réglementation autour des bâtiments tertiaires. L'important quand même, c'est que vous puissiez positionner l'ensemble de vos actifs par rapport à un 360 réglementaire pour savoir quel actif est soumis à quoi, où en sont vos actifs, à quoi il sera soumis aussi demain, hein, parce qu'on voit qu'il y a des échéances 2027, 2028, 2030, etc. Et l'important, c'est de pouvoir provisionner le CAPEX nécessaire à la mise en conformité réglementaire de vos bâtiments. Là, je vous propose un petit focus sur la situation par rapport au décret tertiaire, dont on a quand même beaucoup parlé. Donc le décret tertiaire, ce qu'on a regardé là, c'est sur un observatoire autour des PME qui possèdent entre 1 et 30 bâtiments assujettis au décret tertiaire. On a regardé où ça en était au niveau du paysage national France métropolitaine. Et on s'aperçoit que pour 25% des actifs, on y est. On est déjà à l'objectif 2030. Donc ce sont des actifs sur lesquels des gros travaux lourds ont été réalisés ou des actifs récents qui sont déjà performants et qui sont déjà aux objectifs du décret tertiaire. À l'autre bout du spectre, on a des gens qui n'ont pas commencé, donc ils ont fait moins de 10% du chemin ou entre 0 et 20% du chemin dans cette catégorie-là. Donc ces deux catégories-là ont un peu mangé leur pain blanc en faisant peut-être les actions les plus simples et les moins chères, mais il reste encore du chemin. Et pour ces gens-là, ce qu'il faut retenir, c'est que malheureusement, l'atteinte des objectifs décret tertiaire, on n'y arrive pas avec une seule action de transition énergétique. Il faut plusieurs actions. Et la moyenne sur notre panel, là, c'est 5,8 actions à mettre en œuvre pour passer de l'année de référence à l'objectif 2030. Donc, il n'y a pas de baguette magique et on ne va pas en une seule action, en relampant ou en mettant juste une GTB, arriver à l'objectif décret tertiaire. Et il y a, pour y arriver, il y a 6 familles d'actions de transition énergétique qui s'appliquent au bâtiment, plus évidemment la production et l'autoconsommation d'énergie nouvelle renouvelable. Principalement, on parle de solaire. Et vous savez que si on autoconsomme l'énergie produite, elle est défalquée de la consommation opérate, de la consommation décret tertiaire. Sur les 6 familles d'ATE, rien de très nouveau sous le soleil, hein, sobriété comportementale, pilotage, gestion, usage spécifique, CVC, enveloppe et structure. En revanche, l'usage spécifique, à bien avoir en tête, est excessivement important dans le tertiaire, puisque si vous avez un data center, si vous avez des activités très électro-intensives, vous allez pouvoir jouer sur ces activités plutôt que sur le chauffage. Hein. Si vous avez par exemple une surface de restauration, c'est extrêmement intéressant de réfléchir à comment faire des économies sur la préparation de la nourriture plutôt que d'aller relamper par exemple. Encore en retour d'expérience sur les déclarations opérates. Donc nous, on a dû faire 13 000 déclarations à ce jour, et donc on a un petit recul sur des reprises de déclarations, et on voit qu'il y a pas mal d'erreurs. Donc il y a une dizaine d'erreurs, et là je vous en ai listé 5. Je ne vais pas rentrer dans le détail à ce stade, mais sachez que ces erreurs, elles peuvent être lourdes en conséquences. Hein. Si on se trompe de périmètre, on se pénalise. Si on choisit la mauvaise année de référence, c'est assez impliquant. Si on oublie une énergie ou une activité spécifique également. Et un des gros leviers d'optimisation, c'est le découpage fin des surfaces, hein, qui est promulgué par les services de l'État et par l'ADEME, qui va vous permettre d'être très précis sur vos différentes activités au sein de votre bâtiment, et donc de pouvoir, entre guillemets, optimiser votre déclaration et en tout cas
décrire au plus près la réalité. Donc tout ça, nous on voit qu'il y a très 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 souvent des erreurs dans les déclarations. Donc soyez vigilants à ce que vos déclarations soient au carré. Alors, qu'est-ce que doit avoir un donneur d'ordre, un maître d'ouvrage qui possède un ou plusieurs bâtiments à date? C'est ce type de graphique, hein, d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire se dire, OK, ma consommation de référence, c'est ça. Aujourd'hui, où j'en suis, en ayant corrigé du climat, des usages, des intensités d'usage, donc ce n'est pas les consommations relevées au compteur, évidemment, c'est les consommations corrigées, et où est-ce que je dois être? Et le passage entre 2023, qui est la dernière année pleine là, sur cet exemple, et la cible en 2030, c'est le CAPEX réglementaire qu'il va falloir injecter dans les 5 ans qui viennent pour atteindre ces objectifs. Et puis évidemment, raisonner à l'échelle du parc de bâtiments. On va y revenir juste après, mais c'est bigrement intéressant de se décaler du bâtiment et de raisonner à l'échelle du parc. Marion, je te laisse reprendre la main. Oui, merci beaucoup Thomas. Qu'est-ce que la loi APER? La loi APER, c'est la loi d'accélération de la production d'énergie renouvelable. Elle a été promulguée le 10 mars 2023. Merci Thomas. Et elle vise à mettre en place 2 gros éléments qui sont d'une part la simplification des démarches administratives et d'autre part l'accélération de la mise en œuvre de la transition énergétique. Thomas, tu peux passer le slide suivant? Super, merci beaucoup. L'objectif de la loi APER, on peut le résumer en 4 grosses catégories. La première catégorie sur laquelle j'aimerais bien m'attarder quelques minutes, c'est l'objectif de répondre à l'urgence du réchauffement climatique via la concertation locale. En effet, la loi APER a créé ce qu'on appelle des zones d'accélération d'installation des ENR, qui va définir les communes prioritaires pour la mise en place de ces zones permettant la mise en place des énergies renouvelables. On a également un deuxième levier qui est l'augmentation de la production d'énergie renouvelable via des mécanismes financiers et contractuels. Il y en a 2 que j'aimerais vous citer au titre de cette catégorie-là. La première, c'est la durée des marchés de vente d'énergie des collectivités territoriales ou des acteurs publics, pour être plus large et plus précise, pardon. Avant, elles étaient obligées d'avoir des renouvellements périodiques. Maintenant, la loi autorise à ce que ces acteurs publics aient des contrats à long terme qui permettent de pouvoir conclure des contrats d'énergie avec des acteurs produisant des énergies renouvelables et plus avoir une périodicité, un renouvellement constant de ces contrats. On a également le renforcement des obligations de solarisation des infrastructures. Ça, ce qui est intéressant, c'est l'article 43 de la loi APER. Cet article 43, en lien avec ce qu'on vous avait présenté un petit peu plus tôt sur la loi climat et résilience, qui parlait des bâtiments neufs ou qui faisaient l'objet de rénovations lourdes. La loi APER va un tout petit peu plus loin et via son article 43, elle oblige à mettre en place des procédés de production d'énergie renouvelable ou des systèmes végétalisés sur tous les bâtiments à partir du moment où ils ont une emprise de plus de 500 mètres carrés d'emprise au sol. Cette obligation sera effective à compter du 1er juillet 2028. Pour autant, on attend toujours le décret d'application. Et enfin, on a également une grosse catégorie qui est la simplification et l'accélération des procédures pour la mise en place des projets issus des énergies renouvelables. Il y a un exemple intéressant et un autre dont on reviendra plus tard. Le premier intéressant, c'est la création de la présomption de raison impérative d'intérêt public majeur. C'est une présomption qui permet de mettre en place des procédés d'énergie renouvelable qui dérogent surtout à l'obligation de protection de la faune et la flore. Donc on voit que les pouvoirs publics ont en quelque sorte essayé de favoriser et d'accélérer le mix énergétique via le moyen qui est la loi APER, via la production d'énergie renouvelable. Comment est-ce qu'on fait le lien avec le décret tertiaire? On voit que le décret tertiaire, comme l'a présenté Thomas, c'est une obligation pour les entreprises du secteur tertiaire de venir réduire le premier échelon étant de moins 40% leur production d'énergie. La loi APER, elle permet de mettre en place les moyens en introduisant des mécanismes permettant de faciliter la réponse à cette obligation. Il y a une mesure qui est phare et qui a fait beaucoup parler d'elle en cette fin d'année 2024, c'est l'article 40 de la loi APER. Qu'est-ce que c'est? L'article 40, c'est une obligation pour les gestionnaires de parcs de stationnement ou à défaut les propriétaires de parcs de stationnement de plus de 1500 mètres carrés. Ça équivaut en général 80 places, pardon, de mettre en place des procédés de production d'énergie renouvelable sur au moins la moitié de leur surface. Quels étaient les délais d'application fixés par la loi APER? On avait pour les parkings compris entre 1500 m² et 10 000 m² une obligation de mettre en place au 1er juillet 2028. Pour les parcs de stationnement supérieurs à 10 000 m², cette obligation entrait en vigueur à compter du 1er juillet 2026.
Quelles étaient les sanctions associées? On avait des sanctions qui étaient fortes, on a toujours des sanctions qui sont fortes, mettons-le au présent. Pour les parcs de stationnement inférieurs à 10 000 m², la sanction est de 20 000 € par année de non mise en conformité. Et pour les parcs de stationnement supérieurs à 40 000 €, supérieurs à 10 000 m², on a une amende de 40 000 € par année de non mise en conformité. Donc ça, c'était le principe de la loi Appert. Pour autant, cet article 40 mettait un certain nombre d'exonérations qui devaient être fixées par Conseil d'État. La loi a été promulguée le 10 mars 2023. On n'avait pas de décret d'application et ce décret d'application est tombé en fin d'année 2024, le 13 novembre 2024, pour être exact. Qu'est-ce qu'apporte ce décret? Thomas, tu peux... Merci beaucoup. Donc ce décret, qu'est-ce qu'il va préciser? Il va d'abord préciser quelles sont les surfaces qui doivent être incluses et les surfaces qui doivent être exclues dans le calcul des 1500 m². À titre d'exemple, sans pour autant lire le PowerPoint qui vous sera transféré par la suite, qu'est-ce qui est inclus? Les emplacements destinés au stationnement des véhicules ainsi que surtout les voies de circulation. Donc tout ça doit être pris en compte dans le calcul de la surface. Par contre, vont être exclus les espaces verts, les espaces de stockage, les zones de chariot, par exemple. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous essayez de répondre à votre obligation de solarisation, il faut bien faire attention aux surfaces qui doivent être incluses et aux surfaces qui doivent être exclues pour arriver à un ratio de minimum 50% de la surface totale. Il y a une possibilité de substitution à cette obligation de mettre en place des procédés de production d'énergie renouvelable. Il s'agit de l'ombrage. L'article était un petit peu large là-dessus. Le décret précise exactement les conditions de mise en place de l'ombrage. Si vous mettez un arbre à canopée large, je vous inviterai à lire le guide qui a été publié par le ministère de la Transition écologique qui est assez chouette et assez complet sur cette partie-là. Et il y a toute une partie sur qu'est-ce qu'un arbre à canopée large. Je ne rentrerai pas dans les détails, je n'ai pas ces compétences-là, mais je vous invite à aller lire ce guide. Il vient dire qu'un arbre doit être positionné toutes les 3 places de parking. Ainsi, si vous mettez en place cette substitution, vous n'êtes pas obligé de mettre en place des procédés de production d'énergie renouvelable sur votre parc de stationnement. Cela a d'autres impacts que l'on verra par la suite. Quelles sont les causes d'exonération maintenant? Je les ai regroupées en 3 grosses catégories. La première grosse catégorie, ça va concerner les contraintes dites techniques par rapport à la nature du sol, la composition géologique ou encore l'inclinaison. Nous avons également des contraintes qui sont des contraintes patrimoniales. Donc ça, si le terrain est classé ou inscrit au patrimoine classé de l'UNESCO, s'il y a une incompatibilité avec le code de l'environnement, tout ça rentrera dans la catégorie des contraintes patrimoniales qui feront que vous n'êtes pas dans l'obligation de mettre en place ces procédés de production d'énergie renouvelable. Et enfin, on a les contraintes économiques. Des contraintes économiques, elles sont difficiles à lire et elles supportent encore une grosse part d'incertitude. Je vais essayer de vous les résumer de la manière la plus simple possible, mais elles nécessitent des calculs qu'il voudra que l'on réalise au cas par cas. La première, c'est la rentabilité insuffisante. Donc, le législateur a considéré qu'à partir du moment où il y avait une rentabilité insuffisante, autrement dit, la production d'énergie renouvelable ne sera pas suffisante par rapport au coût d'investissement total, on pourra considérer que la rentabilité n'est pas avérée sur ce site-là. De ce fait, ça pourra faire une cause d'exonération au regard de la contrainte économique. On prendra également, pour justifier cette rentabilité insuffisante, le coût d'investissement de l'énergie actualisé sur une durée de 20 ans. On a également une viabilité économique qui semble compromise. Par exemple, si vous disposez d'un parc de stationnement pour lequel des travaux de rénovation lourds doivent être mis en place pour mettre en place des procédés de production d'énergie renouvelable, le législateur va considérer que les travaux nécessaires à la mise en place de ce procédé de production d'énergie renouvelable sont trop lourds et trop excessifs et compromettent la viabilité économique du projet. De ce fait, on se retrouve face à une contrainte économique. Marion, comment ça se passe concrètement? Qui fait le dossier? Qui est habilité à faire le dossier? Et très concrètement, très opérationnellement, comment ça se passe? Tout à fait. C'est une très bonne question, Thomas. En effet, ce sont les gestionnaires de parcs de stationnement ou à défaut les propriétaires de parcs de stationnement, lorsqu'ils pensent être dans l'une de ces catégories que l'on vient de lister, doivent fournir un dossier auprès du préfet du département qui est le seul habilité à venir étudier si vous êtes dans un cas de contrainte ou pas.
Lorsque vous êtes face à une contrainte patrimoniale, il faudra simplement remettre une étude venant dire que votre site se trouve dans cet espace patrimonial ou cet espace classé. En revanche, si vous faites l'objet d'une contrainte technique ou d'une contrainte économique, il faudra assortir votre étude d'une contrainte technico-économique qui devra être réalisée par une société disposant d'une certaine capacité qui n'est pas encore précisée, qui devrait être précisée par décret. On attend toujours le décret. Pour autant, si on fait un parallèle avec le décret de la loi climat et résilience qui prévoyait ce même type de remise d'études, il demandait une société, une entreprise qui avait l'habilitation pardon, RGE. On a de fortes chances de penser qu'on demandera ce même genre d'habilitation auprès des sociétés. Donc, c'est à vous de remettre cette étude technico-économique auprès du préfet du département qui, lui, pourra juger si vous faites l'objet d'une contrainte technique, patrimoniale ou économique. Je passe à la suivante. Oui, s'il te plaît, pardon, excuse-moi. Euh, Comme on l'a vu, la loi APER est un moyen de répondre aux décrets tertiaires. Il y a des possibilités de substitution via les ombrages. Pour autant, mettre en place des procédés de production d'énergie renouvelable, ça permet une optimisation énergétique, ça permet de répondre aux décrets tertiaires, qui n'est pas possible avec le procédé d'ombrage, et ça permet aussi de répondre à ces 4 grosses catégories que j'ai voulu vous mettre en avant via ce slide. Donc, qu'est-ce que c'est une autonomie partielle énergétique? Mettre en place des procédés de production d'énergie renouvelable, ça va vous permettre de créer votre propre énergie et ainsi d'être moins dépendante des fluctuations économiques qu'on verra dans le deuxième grosse catégorie ou également des éventuelles coupures d'électricité. On a également une stabilité des prix. Pourquoi? Lorsqu'on fait appel à des procédés de production d'énergie renouvelable, le coût de l'énergie n'est plus basé sur le coût de l'énergie tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais sur le coût de votre installation. De ce fait, et les contrats conclus sont des contrats sur une certaine durée, en général de 20 ans, ce qui vous permet d'avoir une stabilité des prix sur cette durée-là. Peu importe les fluctuations financières, peu importe le contexte géopolitique affectant le coût de l'énergie, grâce à ce mécanisme-là, vous êtes sûr que vos prix sont bloqués sur une durée qui est déterminée. On a également la valorisation du foncier. On l'a vu via la loi climat et résilience, on le revoit via la loi APER. La loi climat et résilience qui porte sur des toitures de bâtiments, la loi APER qui porte sur des toitures de bâtiments existants. Ça permet de valoriser ce foncier qui est existant, ce foncier qui est atrophié, en mettant en place des procédés de production d'énergie renouvelable sur des toitures existantes ou sur des parcs de stationnement déjà existants. Et enfin, on a un impact environnemental qui est fort. Comme je vous l'ai dit, via des procédés de mise en place d'ombrage, c'est un petit peu moins vrai. Via le procédé de production d'énergie renouvelable, ça permet de venir réduire notre empreinte carbone et de venir répondre surtout aux politiques RSE qui sont de plus en plus mises en place dans vos entreprises. Toutefois, on a conscience que tout ce développement de toutes ces productions d'énergie renouvelable coûte de l'argent. De ce fait, il y a 3 gros moyens de financement que je voudrais vous exposer aujourd'hui. Ce ne sont pas les seuls, il y en a d'autres, mais en tout cas, ceux-là sont ceux que l'on voit le plus aujourd'hui. Donc on a ce qu'on appelle le financement direct. Le financement direct, ça veut dire que le client a les fonds pour financer lui-même en fonds propres son système de production d'énergie renouvelable. Le CAPEX, donc l'intégralité des coûts d'investissement, sera de ce fait porté par le client. Ça ne veut pas dire que le client réalisera lui-même l'installation, il fera appel à un EPC qui va permettre l'installation, l'exploitation et éventuellement la maintenance de sa centrale photovoltaïque, si on est dans le cadre d'une centrale photovoltaïque. On a également un financement qui est participatif. C'est un exemple où le client peut avoir des fonds propres, mais des fonds qui ne sont pas suffisants pour réaliser l'intégralité de la conception du procédé de production d'énergie renouvelable. Pour cela, il va se tourner vers des plateformes privées qui permettent la mise en place d'un financement participatif. Vous l'avez via des exemples. Lumo, par exemple, est une plateforme de participation de financement. Et les fonds sont investis par des acteurs privés, type des personnes physiques, qui assurent un rendement sur une certaine durée. Et enfin, on a le mécanisme du tiers investissement, qui est aujourd'hui le mécanisme qui est privilégié par tous les clients souhaitant se conformer à la fois aux décrets tertiaires et à la fois aux obligations de la loi APER ou de la loi climat et résilience. Ce qui signifie que c'est une société qui va porter l'intégralité de l'investissement, donc ça veut dire qu'il va concevoir le procédé de production d'énergie renouvelable, le construire, l'exploiter et le maintenir durant toute la durée qui sera fixée entre les parties. En général, la durée varie entre 20 et 30 ans.
pour que cela puisse convenir à la fois aux propriétaires fonciers, à la fois aux tiers investisseurs qui a de la rentabilité associée à ça et également associée au contrat de valorisation d'énergie sur du long terme. Merci Marion. Je reprends la parole pour la dernière partie et la conclusion. Donc, on voit bien que toutes ces réglementations nécessitent de bâtir une stratégie, un plan pluriannuel d'investissement qui va vous permettre de respecter les différentes obligations réglementaires et d'aller vers plus de résilience, moins de consommation énergétique et moins de carbone. Comment ça se passe très concrètement? C'est ce schéma-là. Donc chaque petit point, c'est une action qui est chiffrée, qui a un impact énergétique, un impact carbone, qui a des aides, qui a un coût, un montant d'investissement, du CAPEX, de l'OPEX, et qui va vous permettre de petit à petit, année après année, réduire votre consommation énergétique pour atteindre les objectifs réglementaires. Alors, il y a deux grandes stratégies de transition énergétique bâtimentaire qui sont extrêmement contrastées, hein. Il y a la stratégie étape par étape, ou appelée aussi stratégie pas à pas ou coût efficace. Donc là, l'idée, c'est qu'on identifie des gisements d'économie d'énergie à coût efficace, c'est-à-dire où on va minimiser le nombre d'euros à investir par kilowattheure évité. On va principalement mobiliser des C2E, on va être sur des TRI de 2, 3, 5, 7 ans, et on va mettre en œuvre année après année des actions qui sont en général relativement indépendantes. Et puis l'autre grande stratégie, c'est la RCP ou rénovation globale de performance, c'est-à-dire qu'on va conduire un projet de rénovation globale. En général, le moteur, c'est pas que l'énergie, hein, c'est surtout reprendre le bâtiment, c'est un projet architectural, un projet où on va transformer les usages du bâtiment. Et là, on va être plutôt à 1500 ou plus euros par mètre carré, et on va viser une réduction énergétique à cette occasion très significative, hein, 40, 50, 60%. Donc, dans la réalité, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une combinaison des deux, hein. C'est quand vous avez un parc d'une trentaine de bâtiments, vous allez peut-être faire de la RCP sur un, deux ou trois bâtiments dans les 7 prochaines années. Et puis, il va falloir aller chercher des gisements coût efficaces par ailleurs. Donc, comment on priorise sur la rénovation étape par étape, hein, c'est des critères de priorisation qui sont très technico-économiques en premier lieu, c'est-à-dire aller chercher les gisements vous voyez, qui coûtent pas très cher, hein, 1 euro le kilowattheure évité ou moins pour certains gisements. Bien entendu, il y a des contraintes, vous avez vos enjeux qui peuvent être des objectifs GES, vous avez des enjeux qui sont peut-être de ne pas perturber le fonctionnement de vos activités au sein du bâtiment. Vous avez des contraintes qui, par exemple, sur l'optimisation des investissements, vous avez des contraintes technico-économiques, réglementaires, etc., par rapport aux différents PLU, etc. Et donc, voilà, il faut choisir avec ces contraintes et ces objectifs sur une base de critères technico-économiques. Pourquoi? Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait raisonner à l'échelle du bâtiment et que c'est très 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 intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, par rapport aux différentes réglementations et en particulier par rapport à la réglementation décret tertiaire, tout se raisonne et tout se pense à l'échelle du bâtiment dans vos déclarations opérates et quand vous raisonnez. Mais sachez que vous pouvez mutualiser les objectifs du décret tertiaire pour raisonner à l'échelle de votre patrimoine ou de votre parc immobilier. Et ça, cette prérogative est très intéressante à deux titres. Le premier titre, c'est l'exemple que vous voyez là. Si vous avez un bon élève, donc un bâtiment récent ou qui a été complètement repris, qui consomme très peu, vous allez améliorer la moyenne. Et puis la deuxième chose, c'est que vous voyez, on a fait une courbe de coût-efficacité sur une dizaine de milliers de bâtiments à Loït, hein. Donc on a tracé la courbe que vous voyez à droite. Chaque petite ligne que vous voyez là, c'est la même chose. Et on s'aperçoit que plusieurs choses. Plusieurs choses. Première chose, c'est exponentielle croissance, c'est-à-dire que plus on va vers une diminution de la consommation initiale, plus ça coûte cher. Et deuxième chose, c'est que c'est très très dispersé. Si vous prenez la ligne à 40% de réduction, vous allez avoir dans certains cas, sur certains bâtiments, ça va vous coûter quelques dizaines d'euros par mètre carré, et sur d'autres bâtiments, ça va dépasser les 300 euros par mètre carré. Donc l'intérêt, c'est d'aller vraiment chercher les gisements coût efficaces, les gisements qui ne sont pas chers et qui vont vous permettre d'aller abattre un maximum de kilowatts pour un minimum d'euros. Donc ça, c'est toute la stratégie de transition énergétique. Et pour conclure, avant de prendre les différentes questions,
Pour agir, il faut comprendre et pour comprendre, il faut connaître. Donc, il n'y a pas vraiment 50 solutions. Il faut bien décrire son bâtiment, bien le positionner sur le plan réglementaire, bien savoir où il en est sur le plan énergétique pour pouvoir agir, parce qu'il n'y a pas une seule action miracle qui va tout faire. Et ça passe par ce qu'on appelle ce diagnostic dans le secteur, ça s'appelle un audit énergétique qui va permettre d'avoir une bonne connaissance du bâtiment et de pouvoir avoir tous les éléments pour prendre les bonnes décisions. Et la transition énergétique, en conclusion, est un sujet complexe, au cœur d'enjeux réglementaires, financiers et techniques, comme on l'a vu. Et le plus important, c'est de bâtir une vision globale, une stratégie cohérente qui va permettre d'optimiser les investissements, parce qu'il y a vraiment des gros leviers d'optimisation des investissements à mettre en œuvre sur ces sujets.